Bonjour, bienvenue à cette matinée de la présentation sur l'étude de la gestion des réclamations des entreprises en France. Lorsque nous avons mené ce projet avec Emmanuel Saint-Jost, qui est aussi administrateur de la marque et que vous verrez tout à l'heure, nous avions deux objectifs: dresser un état des lieux de la gestion des réclamations en France, des entreprises françaises, et puis permettre aux personnes et aux entreprises qui ont participé à cette enquête de pouvoir se benchmarker, de se comparer et de se positionner. Il existe une définition formalisée de ce qu'est une réclamation dans près de 70% des entreprises. Ça, c'est aussi un point qui a progressé. Le canal de remontée des réseaux sociaux ne représentait qu'une entreprise sur 3. Il représente maintenant près d'une entreprise sur 2. En 2018, près de 90% des entreprises nous disent prendre connaissance des commentaires déposés sur les réseaux sociaux. Là aussi, c'est une très forte progression par rapport aux résultats qu'on avait en 2010, puisqu'en 2010, cette prise de connaissance sur les réseaux sociaux n'était que de l'ordre de près de 70%. Donc il y a près de 20 points de progression. Donc près de 60% des entreprises accusent systématiquement réception d'une réclamation, ce qui n'était le cas que de l'ordre de 30% en 2010. Donc ce taux a presque doublé en l'espace de 8 ans. Donc là, c'est un énorme progrès qui montre qu'effectivement les pratiques se sont renforcées. Sur seulement une entreprise sur 5 qui nous dit informer systématiquement de l'avancée du traitement de cette réclamation, et à peu près 2 entreprises sur 3 qui nous disent globalement informer de l'avancée de cette réclamation. Une réclamation sur 3 qui donne lieu à un dédommagement. On s'est intéressé à la gestion de niveau 2, c'est-à-dire la capacité d'utiliser les réclamations pour être un véritable levier d'amélioration de l'expérience client, pour transformer les pépins en pépites, pour citer le slogan de la marque. Et là, en l'occurrence, c'est un véritable enseignement de l'enquête. C'est des points qui ont fortement progressé par rapport à 2010. Donc on voit qu'on est vraiment sur un changement de paradigme et que le client est beaucoup plus écouté en 2018 qu'il ne l'était en 2010. Puisque quand on regarde les entreprises qui analysent les motifs de réclamation, on est sur près de 86% des entreprises qui nous disent analyser les motifs de réclamation. On n'était qu'à 62% en 2010. Donc c'est un véritable bond en avant, près de 26 points de gagnés en l'espace de 8 ans. Deuxième point qui a évolué très fortement, c'est le fait de considérer effectivement ces réclamations comme un levier d'amélioration, que ce soit en termes de process de gestion, de produits et des services et de pratiques commerciales. Là également, véritable bond en avant par rapport à 2010, ce chiffre était inférieur à 50% en 2010, donc près de 25 points d'évolution. Le fait qu'aujourd'hui, dans les résultats qui nous ont été exposés, il y a effectivement certaines entreprises, plus de la moitié, qui pensent qu'il y a de plus en plus de réclamations, moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les insatisfaits, ils s'ouvrent à vous de leurs problèmes. Si vous dites, moi je veux permettre à mes clients de s'exprimer par tout moyen sur leur insatisfaction, et je les prends en charge en tant que réclamation. On en est tous conscients, c'est aussi finalement accepter d'avoir beaucoup d'avis négatifs qui soient vus par vos clients, par vos prospects. Donc comment gérer finalement à la fois l'ambition de l'entreprise qui est de diversifier les supports pour permettre aux clients de s'exprimer, tout en sachant que finalement c'est toujours une minorité de clients qui s'expriment encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La définition, c'est un aspect culturel, de la manière dont vous concevez quelque part la réclamation et dans votre orientation client. Quel est son rôle dans mon orientation client? Donc ça pose question. Est-ce que le rôle de la réclamation, c'est sanctionner un non-respect de vos engagements, ce qui est par définition très important, mais est-ce qu'elle est là pour ça? Et le réclamant, quelque part, il est là pour pointer du doigt une faute, et c'est ce qu'il veut faire. Et l'insatisfait serait celui qui finalement est très attaché à vous, qui vient vous voir gentiment en vous disant « écoute, là, il faudrait que tu t'améliores ». Je ne suis pas sûr. Je pense que l'insatisfait, si tous vos réclamants du coup sont des insatisfaits, c'est parfait. On se rend compte que finalement, une faible proportion de ces insatisfactions exprimées publiquement sont le résultat d'une défaillance du service client. Donc ça nous indique d'une part que les réseaux sociaux et le canal digital est un canal à proprement parler à considérer dans le cadre de la gestion de la réclamation, puisque les clients insatisfaits s'expriment en première attention aussi sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas qu'une conséquence d'une mauvaise gestion de la réclamation client. Il ne faut pas multiplier les KPI. 1, 2, grand maximum. Deuxièmement, et puis il faut qu'il soit pertinent par rapport aux problèmes qu'on a. Ça, c'est mon message principal. Deuxièmement, il faut les changer régulièrement. Les KPI s'usent très rapidement, en interne ou en externe. Les KPI entraînent des comportements adaptatifs des gens. Et c'est pour ça qu'ils ne durent pas. Il vaut mieux pas communiquer sur les KPI. Surtout pas. C'est pas souvent ce qui est fait. Parce que quand vous communiquez sur des KPI et vous dites « je suis le numéro 1 de la relation client », quand vous avez une relation qui se passe mal, on va vous en vouloir.
vous avez fait monter le niveau d'attente. Donc il vaut mieux être discret sur les KPI, en externe ou en interne, et avoir des KPI qui reflètent véritablement ce qui se passe sur le terrain où on peut être. Vous êtes presque un tiers à ne pas avoir en fait de définition. Et ça, je pense que c'est un problème. Le premier truc, si on veut éviter l'insatisfaction, quand même, c'est de savoir de quoi on parle et de se mettre d'accord en fait sur les termes. Et donc définir, c'est pas un exercice académique, c'est effectivement quelque chose qui permet à un moment donné à un collectif dans une entreprise de dire, bah voilà, c'est ça le sujet, c'est ça dont on veut parler. Et on parle beaucoup, notamment avec les jeunes générations dans l'entreprise aujourd'hui, des problématiques de sens et de quête de sens. Bah, définir, c'est donner du sens. Il y a visiblement des très beaux outils de reporting quelque part dans les strates de l'entreprise, mais que quand on arrive en bas, moins de la moitié des entreprises effectivement vont disséminer très largement finalement ce sujet, mais peu importe, à la limite pour moi la réclamation aujourd'hui c'est un prétexte, mais on voit bien que plus globalement il y a un enjeu autour effectivement de cette dissémination. Il y a un sujet qui a peut-être été un peu abordé en filigrane ce matin, mais peut-être pas suffisamment à mon sens, c'est la notion de promesse et d'engagement qu'on fait aux clients, mais en miroir celle qu'on fait aussi aux collaborateurs. Et je me souviens d'une rencontre avec le fondateur des hôtels B&B qui a passé la main maintenant, qui m'expliquait que vis-à-vis de ses jeunes collaborateurs, il avait un souci, c'était qu'ils étaient extrêmement rigoureux. Ils ne supportaient pas que l'entreprise prenne une promesse vis-à-vis du client et que l'entreprise ne crée pas les conditions pour qu'il puisse répondre à la promesse faite. Le coût de la médiation qui est entièrement à la charge du professionnel n'est pas un coût, mais une forme d'investissement. Et là, je ferai appel à mes deux grands philosophes préférés. C'est d'abord la philosophie chinoise. Vous savez, cet idéogramme classique qui signifie qu'une crise, c'est un danger et une opportunité. Donc la contrainte réglementaire d'avoir un médiateur, c'est également une opportunité pour mieux régler vos problèmes de clients. Et puis c'est la marque, naturellement. C'est pas sa marque, hein, mais c'est la marque. Et là, je prends avec Emmanuel le propos, transformer le pépin en pépite. C'est vraiment toute l'idée de la médiation. C'est de transformer tout à coup une contrainte juridique en opportunité commerciale. Et vous l'avez donc illustré toute cette matinée. La pédagogie, c'est un point très important. J'ai été juge au tribunal de commerce de Paris, j'ai appris qu'on rédige un jugement toujours par la partie qui succombe. L'autre dit justice est faite, elle n'a pas besoin d'explication. C'est la partie qui succombe à qui on doit expliquer pourquoi on a entendu ses arguments, on a médiatisé, et pourquoi on a répondu à ces arguments. La grande satisfaction, c'est quand nous avons un client qui nous écrit en disant « Vous m'avez donné tort, mais je vous remercie ». Ça, c'est vraiment la preuve que la pédagogie a fonctionné et que l'ultime barrière n'a pas été vaine. La satisfaction n'est pas forcément proportionnelle aux gestes que vous allez faire. Néanmoins, plus vous commencez à devenir radin, plus on voit que ça décroche à un moment donné quand même. Chaque réclamation est gérée au cas par cas, donc j'ai pas de politique et donc je joue sur l'intelligence de mes ressources, donc de mes RH. À un moment donné, je faisais beaucoup de gestes. Pour être franc, je systématisais pas le geste, mais on faisait plus de gestes. On se rendait compte qu'on n'avait pas quand même une satisfaction débordante parce que le client n'attendait pas forcément un geste, il attendait une explication. Déjà d'être écouté, d'expliquer. Donc on essaie d'avoir un rôle pédagogique, de comprendre ce qu'il avait vécu. Je crois beaucoup au téléphone, à l'interaction directe avec le client parce qu'on peut creuser ses attentes implicites. On surprend le client en l'appelant et donc on a préparé des solutions qu'on peut adapter en fonction de la conversation et l'échange qu'on peut avoir. Depuis maintenant 2 ou 3 ans, en fait, on tient un comité périodique qui s'appelle Comité Réclamation et Amélioration, un comité périodique bimestriel, donc qui a lieu 5 ou 6 fois dans l'année, et dans lequel en fait on rassemble l'ensemble des métiers de l'entreprise et des managers décideurs de l'entreprise pour justement partager à la fois des éléments de volume, d'évolution, de thématiques de reproches, de verbatim, on y tient toujours beaucoup à leur donner à cette occasion du verbatim. Et puis, c'est là où on va présenter des focus spécifiques sur des thématiques. L'objectif n'est pas tant de décider en séance, c'est-à-dire qu'en fait, il nous arrive de pouvoir essayer de pousser des décisions, mais souvent, c'est forcément des sujets qui bousculent, qui sont un peu des points durs. Donc c'est pour ça que je dis que l'objectif, c'est d'influencer. L'idée, c'est que dans leur quotidien, quand ils sortent de ce comité, finalement, on contribue, parce que ce n'est pas la seule action, on contribue à les aider à penser différemment et à se rappeler quand même de verbatim ou de choses qu'on leur a citées. Et ça va les amener, on l'espère, à décider différemment dans la construction. Trop de KPI tue le KPI et surtout bien réfléchir avant de les diffuser pour savoir exactement ce que l'on en attend. Voilà, ça c'est l'information clé. À un moment donné, quelqu'un dit arrêtons les chiffres et ça me va bien parce que derrière on a des personnes
Et donc, il ne faut pas négliger tout le volet humain et le comportemental prime dans ce genre d'expérience. Donc, c'est vraiment la priorité à donner. Analyser le comportement et réagir par rapport à, sans idée préconçue. Ça sera une question que je me pose suite à ces échanges. Quand on parle de clients insatisfaits ou de clients qui réclament, j'y vois plutôt un point commun qui réconcilierait en fait les deux points de vue, qui est le simple besoin d'un être humain d'être pris en compte dans son humanité, parce qu'il a un avis, qu'il a un besoin, qui a été ou non satisfait, et du coup il a besoin d'être reconnu dans ce besoin.